Bonjour à tous, c'est Wallicap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, débat explosif, Dieudonné anéanti Bruno Attal. Alors, il faut remettre les choses dans son contexte. Éric Morillo, qui gère la chaîne Les Incorrectibles, c'est un journaliste qui, ces derniers mois, ces dernières années, on va dire, s'affranchit un petit peu de la doctrine mainstream courante pour aller vers la création, disons, d'un média un petit peu plus dissident, mais sans trop non plus. C'est-à-dire que, voilà, il joue avec la ligne rouge, disons. Donc, il a déjà fait des débats assez sulfureux. Il a déjà proposé des gros invités tels que Youssef Indy face à Jean Messia. Là, on a Bruno Attal contre Dieudonné et d'autres d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Donc, évidemment, bon, ça fait plaisir parce qu'on voit des personnes qu'on voyait que sur Internet ou du moins que sur des petites chaînes YouTube ou que sur leurs propres médias eux, comme Dieudonné sur la Dieudosphère ou dieudonné.com. Bon, évidemment, moi, à chaque fois qu'il met un tweet, Morillo, à chaque fois, il met un tweet style quel invité vous voulez que j'invite, un homme sulfureux, etc. Moi, à chaque fois, je dis bah les gars, Alain Soral. Je veux dire, c'est le mec que tout le monde attend. À chaque fois, mon tweet, il fait des centaines de likes, ça dépasse même les likes de ses propres tweets. Et il ferme les yeux. Donc, à mon avis, il est au courant qu'il peut inviter Soral et que Soral accepterait. Mais on sent que, quand même, je parlais de ligne rouge il y a quelques secondes. C'est ça la fameuse ligne rouge. C'est-à-dire que la limite, c'est Dieudonné parce qu'il s'est excusé et maintenant il est un petit peu plus mainstreamable, disons, désolé pour l'anglicisme. Et de l'autre côté, on a Alain Soral qui, lui, n'est peut-être pas encore et pourtant qui explose les scores, comme on l'a vu sur ma chaîne. Je l'avais invité en décembre, 300 000 vues. Donc c'est exceptionnel. Sur des émissions de 2-3 heures, c'est du jamais vu. Donc Morillo, voilà, il sait très bien qu'il pourrait le faire, il a les moyens de le faire, mais il se refuse encore de le faire parce que peut-être manque de courage, je ne sais pas, je ne vais pas le juger personnellement. En tout cas, aujourd'hui, on va se régaler parce qu'on va se regarder un extrait du débat Dieudonné-Attal. Évidemment, il y a le débat entier de 40 minutes, il y a la version payante si on devient membre de sa chaîne. Le mec, ça y est, c'est devenu un... Bon, il a raison, il fait son business, mais bon, c'est un peu bête, c'est un débat hyper attendu. Déjà que le débat est pas vraiment ouf. Moi, je vous ai sélectionné les meilleurs extraits. C'est pour ça qu'il vaut mieux le regarder sur ma chaîne que sur sa chaîne. Mais c'est dommage de faire payer une émission d'1 heure alors qu'en fait, le débat, c'est quand même très très vite. C'est beaucoup de victimisation, vous allez le voir. Mais de toute façon, je vous laisse vous faire votre propre avis, chers amis. Donc, on va commencer ça. Donc, on va directement aller sur le premier sujet. C'est celui sur l'antisémitisme, sur le sionisme et sur la réaction, ils ont appelé ça la réaction initiale de Bruno Attal et Dieudonné au débat. C'est parti. Et à l'autre, pourquoi est-ce que vous avez accepté de débattre ensemble, Bruno Attal? Alors j'ai beaucoup réfléchi, je m'étais engagé à plus de débattre avec un antisémite parce que je l'ai fait déjà 2 fois. Et j'avais donné de la visibilité à des antisémites, d'abord chez vous, M. Morillo, et puis sur Radio Courtoisie. Et donc ils ont vendu plus de bouquins, ils ont plus de visibilité. Ensuite, quand j'ai vu le retour de M. Dieudonné dans les médias, j'ai bien compris qu'il n'a jamais vraiment fait face à un contradicteur, puisque la plupart des intervieweurs sont plutôt sympathiques avec lui et ne le mettent pas face aux réalités. À ce qu'il a fait aux Juifs de France, à ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Et donc il faut qu'une personne lui dise en face. Et donc je vais m'y prêter ce soir, de le mettre face à ses contraintes. Le style, hein, juste, hein, désolé de couper, hein, mais le style de Dieudonné, j'adore. Le bracelet, le short, avec les grosses ASICS. Dieudonné, c'est vraiment un mec... Ah, il est différent, disons. Addiction et surtout voilà, dédicace, d'ailleurs. de voir vraiment qui il est et non pas de le flatter pour essayer de faire des vues. Alors, je rappelle, Bruno Attal, que vous êtes ancien policier et président de l'association Touche pas à mon flic. Alors, ancien policier, il faut quand même remettre les choses dans le contexte qui n'ont pas été dites dans le débat, parce que Morillo, pareil, Morillo, bon, il brosse un petit peu trop dans le sens du poil, et d'un côté, Dieudonné non plus n'a pas fouillé, bon, remarque, il a raison, il ne s'intéresse pas à ses contradicteurs, mais il n'a pas fouillé le dossier Bruno Attal. Il faut rappeler, après on reprend le débat, hein, Bruno Attal, c'est quand même 11 ans en arrêt maladie, en tant que policier. 11 ans en arrêt maladie. Je précise juste, voilà. Pour un mec qui se revendique flic, qui était souvent au bureau, tout ça, au poste de police, etc., quand tu passes 11 ans en arrêt maladie et qu'ensuite, bizarrement, tu fais les plateaux télé, à mon avis, c'est que le courage qu'il prétend avoir en tant que policier, je pense qu'on est plus sur de la supercherie et de la fabulation. Hein. Mais bon, encore une fois, je laisse chaque personne interpréter comme elle le souhaite.
Dieudonné, déjà une réponse à ce qu'il vient de dire, mais aussi pourquoi vous avez accepté de débattre? Eh bien, on en a parlé, je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un membre de la communauté juive, défenseur d'Israël. Et je trouve que on a un point commun quand même, c'est qu'on est français. Donc on est dans un pays où on peut parler, on peut se parler, donc tant mieux. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il me raconte et puis j'essaierai d'y répondre. Alors, Dieudonné, évidemment qu'on ne présente plus, qui est humoriste. Donc, premier sujet de ce débat, donc le sujet de l'antisémitisme. Première question donc, que j'aimerais vous poser à vous, Bruno Attal. J'aimerais que vous me disiez ce qui représente pour vous l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça recouvre? Je m'explique. Est-ce qu'on n'a pas désormais une définition un petit peu trop large de l'antisémitisme en France? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bah, moi, l'antisémitisme, je l'ai déjà subi, on l'a tous subi, je pense que tous les juifs ont déjà subi au moins une fois l'antisémitisme. Ce qu'on subit, nous, quand on est juif, c'est souvent un antisémitisme d'atmosphère, et je raconte souvent ce genre d'histoire, c'est que quand vous êtes à un dîner, vous êtes monsieur Dieudonné, quand il y a des racistes à un dîner, ils n'oseraient pas tenir des propos racistes devant monsieur Dieudonné parce qu'il est noir et parce qu'ils ne vont pas faire des sales blagues sur les noirs. En général, les racistes ne sont pas des gens courageux. Et chez les antisémites, c'est pareil, c'est-à-dire que ils ne le feraient pas, mais comme j'ai pas la tête d'un juif, personne n'a la tête d'un juif d'ailleurs. Donc souvent, quand vous êtes juif, vous subissez des sarcasmes, ou même chez les homosexuels. Donc moi, je subis les deux sarcasmes. Donc voilà, et c'est ce qu'on subit à peu près tous les jours. Et depuis les sorties de M. Dieudonné ou de M. Soral, oui, l'antisémitisme s'est bien accentué en France. Et, vous distinguez? Moi, je pense qu'au contraire, justement, il a, j'ai pas envie de dire la chance, mais je veux dire, il est homosexuel et juif. C'est deux choses qui ne se voient pas. C'est deux choses qui ne se voient pas, à proprement parler. Je suis désolé. Dieudonné, il va le dire dans 2 secondes. Lui, il est noir, ça se voit. Moi, je suis roux, ça se voit. Bon, bah, effectivement, les périodes de la primaire, collège, lycée, on en souffre un petit peu. Parce que c'est l'âge où, effectivement, on est vite pointé du doigt quand on est différent. En plus, moi, je suis gaucher. Alors, un gaucher roux, laisse tomber. Moi, j'ai tous les trucs, tu vois. Et forcément, t'es pas mis à part. Pas forcément, et puis si t'es sociable, ça se passe bien. Mais effectivement, souvent, tu vas avoir plus de blagues parce que t'es différent, parce que t'es noir, ou dans l'occurrence, en France, dans certaines écoles, en tout cas à mon époque, il y avait très peu de noirs, donc forcément, dès qu'il y avait un noir, forcément, c'était vu comme la minorité. Et la minorité, vous le savez, quand on est à un âge primaire, collège, tout ça, on est vite pointé du doigt, donc roux, noir, indien, tous les trucs comme ça, tous les trucs un peu qui sortent du lot. Bon, bah effectivement, tu vas être vite pointé du doigt. En l'occurrence, quand tu es juif et homosexuel, ça se voit pas. C'est des choses dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas sur ton passeport, ça ne se voit pas sur ta tête, ça ne se voit pas dans ta manière de t'habiller. Bon bah voilà, je n'en ai plus à l'époque de Saint-Louis où on devait avoir le port de la rouelle avec la petite étoile qui montrait que tu étais juif effectivement. D'ailleurs, il faut se renseigner sur ça. Pourquoi le port de la rouelle a été instauré par de nombreux rois d'Europe? Pourquoi? Pour y répondre très simplement, c'est qu'il y a une petite élite qui faisait partie de la communauté juive, qui malheureusement desservait les vrais juifs qu'on peut appeler du quotidien, qui eux pratiquaient énormément l'usure et le taux d'intérêt envers la population catholique et française et européenne, qui donc arnaquaient en fait, arnaquaient en disant bon voilà tu me passes 100 000 et par contre, enfin je te passe 100 000 et tu m'en dois 105 000. Bon, là c'est caricaturé, hein, je veux dire, mais c'était un peu ça. Donc effectivement, au bout d'un moment, les rois ont compris qu'il y avait un abus, donc ils ont commencé à mettre le port de la rouelle pour que justement la population ne se fasse plus avoir. Et ensuite, évidemment, le catholicisme a intégré l'usure alors qu'avant c'était interdit, parce que les seuls à pouvoir pratiquer l'usure à l'époque du Moyen-Âge, par exemple, c'était la population juive. Les musulmans comme les chrétiens n'y avaient pas le droit, il n'y avait pas encore l'autorisation. Bon, depuis ça a changé, vous le savez, mais voilà, donc ça c'est intéressant. Et là, pour le coup, oui, effectivement, Bruno Attal ne porte pas une tête de juif comme il dit, mais c'est normal. Et encore heureux, donc justement, t'es moins sensible et t'es moins à même d'être victime, d'être moqué vis-à-vis de ta religion ou de ta sexualité, puisqu'elle n'est pas visible. Donc bon. Antisémitisme, antisionisme? Ah bah ça serait ma première question justement à monsieur Dieudonné, c'est-à-dire c'est quoi le sionisme pour lui? Parce que comme il se prétend être un anti-sioniste, alors on sait très bien que c'est une façon de ne pas dire juif et de ne pas être antisémite parce qu'il tomberait sous le coup de la loi, même je crois que vous avez eu 38 condamnations, donc je pense que c'est une manière de dire je suis antisémite, mais bon, comme on ne peut pas dire ça tombe sous le coup de la loi, monsieur Soral ou monsieur Dieudonné disent antisioniste, alors j'aimerais bien savoir pour lui c'est quoi un sioniste, parce que moi je suis sioniste par exemple. Dieudonné. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Alors bon, je ne me considère pas personnellement comme antisémite. Antisioniste, oui, je l'ai été longtemps. Et puis j'ai évolué au fil de... Ben, chacun a son expérience, chacun a sa réalité, quoi. Moi, j'ai découvert une relation entre mon deuxième pays, qui est le Cameroun,
et puis Israël. J'ai pu rencontrer des Israéliens à cette occasion, je ne l'avais jamais rencontré. Et donc là, ma vision de l'État israélien, du sionisme, a évolué. Parce que j'ai de la famille dans l'armée camerounaise qui se sont battus à côté de soldats israéliens contre les djihadistes de Boko Haram, donc au nord du Cameroun. Donc ça, j'ai rencontré, j'ai discuté. Donc, Quand vous reconnaissez la légitimité de l'État d'Israël? Aujourd'hui, il y a un lien stratégique entre le Cameroun et Israël, alors qui vient du président, mais qui, donc Paul Biya, qui a installé cette relation. Je ne dis pas que dans la rue, c'est aussi clair que ça, mais en tout cas, c'est une évidence que le lien, il existe entre les deux pays. Donc, par ce lien-là, je suis arrivé à revisiter un sentiment pro-palestinien et anti-sioniste que j'avais jusqu'à présent ici, sur le territoire français. Ensuite, sur l'antisémitisme, j'entendais un antisémitisme d'atmosphère, M. Attal nous expliquant qu'on ne voit pas forcément qu'il est juif. Moi, je suis noir et ça se voit. C'est pas une croyance. Je suis né, on dit « Oh, le petit noir !» Voilà, et je mourrai, c'est le petit noir. Comme moi, et je ne pourrais pas me convertir au blanc. Donc j'ai envie de vous dire, ce racisme-là anti-noir me paraît au moins aussi important que le racisme envers les juifs. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque en ce qui concerne. Lui, il est raciste, lui, il n'est pas raciste. Bon, moi, je ne joue pas le chantage à l'antiracisme. Vous n'avez pas du tout compris ce que je voulais dire. Non, mais moi, je ne vais pas dire, vous êtes négrophobe, je ne vais pas vous attaquer là-dessus. Je ne vous connais pas, et quelque part, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Oui, bien sûr, vous pouvez ne pas aimer les Noirs, leur culture, tout ça. Moi, je m'en fous complètement. On est français, on essaye de vivre ensemble, et vous êtes d'une communauté, je suis d'une autre communauté. Alors, on essaye de faire en sorte que demain, en nous écoutant, des Noirs et des Juifs puissent se dire, bon, on peut quand même essayer de s'entendre. Voilà. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis là. C'est tout ce qui nous sépare, c'est-à-dire que vous vous dites que si j'étais raciste, moi par exemple, les racistes, non, je ne m'adapte pas aux racistes. Et je ne m'adapte pas non plus aux antisémites. Vous êtes en train de me dire que vous vous en foutez si j'étais raciste. Bah pas moi, je m'en fous pas quand mon interlocuteur est un antisémite. Après, ça dépend, qu'est-ce qui est véritablement raciste? Je veux dire, il y a quand même une différence entre... Il y a une différence entre, par exemple, la population du Hamas, et encore une fois, pareil, quand on fouille bien, le Hamas n'est pas ce que les médias veulent nous faire croire. C'est un parti qui a été élu par le peuple et qui représente le peuple. Mais bon, encore une fois, ça c'est discutable et bon, il faudrait fouiller le sujet plus scrutement. Mais Dieudonné, je veux dire, c'est pas pour prendre la défense du diable, hein, mais on va pas se mentir, Dieudonné, il a fait des blagues. Il a toujours fait des blagues sur tout le monde. C'est pas comme si, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, il avait pointé que les Juifs dans son humour. Il a fait des blagues sur les Chinois. La blague sur le restaurant chinois, c'est une des meilleures sur les pygmées, mais j'en chiale de rire. J'en chiale de rire. C'est grâce à ça que j'ai les abdos. Hein. C'est parce que moi, à chaque fois, tu vois, pour avoir des abdos, tu vois, avant l'été, ce que je fais, je regarde le sketch des pygmées de Dieudonné et ça me forge les abdos, quoi. Non mais sérieux, tu vois, il a fait des vannes sur tout, sur les cathos, sur les prêtres, il en a mis plein la gueule à tout le monde et tout le monde s'est refendu la poire. Il n'y a que quand il a commencé à parler effectivement de la question J, qui venait aussi suite au même moment au fait qu'il a voulu faire un film, il s'est plaint en fait qu'il y avait trop de films sur la Shoah à un moment, qu'il voulait en faire un sur l'esclavage, parce que ça le représentait en tant que noir, en tant que population, puis il a certainement été entouré de gens qui se plaignaient souvent de ça, qui disaient « Allez Dieudo, t'es connu, maintenant t'es un noir connu en France, mets en avant la question de l'esclavage, tout ça, parce que c'est des sujets qu'on parle pas assez à la télé, dans les films, tout ça. » Donc il a voulu faire un film, il a demandé des aides, et en fait il s'est vu refuser les aides sur son film sur l'esclavage, et il s'est rendu compte qu'à côté de ça, il y avait énormément d'aides pour les films sur la Shoah. Alors que c'est un truc qui date de 70 ans, la population juive en France, ça représente moins d'1% de la population française, donc il s'est dit au bout d'un moment, il y a un souci. Je veux dire, les Noirs sont de plus en plus sont plus majoritaires que les Juifs en France, et pourtant on fait plus de films sur la Shoah que sur l'esclavage. Et là, il a commencé à fouiller le sujet. Et en plus, il s'est rendu compte que, bon, bah voilà, il y avait sur la question de l'esclavage, il y a aussi l'implication de différentes communautés, catholiques, juives, etc., et bien d'autres. Donc là, il a commencé, disons, à ouvrir les yeux, entre guillemets. Puis après, évidemment, il a joué de cette image-là un peu controversée, entraînant avec Jean-Marie Le Pen, Soral, etc. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Dieudonné, si vous la voulez, hein, je vous la mettrai en description ou sur ma chaîne. Mais là, effectivement, Bruno Attal, je trouve qu'il joue un petit peu sur le... En fait, il lui reproche, il dit antisémite, mais en réalité, il a fait que des blagues. Je veux dire, bon, ok, il est allé un petit peu plus loin, certes, oui, bien sûr, on peut lui reprocher ça. Mais je veux dire, le problème, c'est que Bruno Attal, il généralise tout. C'est-à-dire, il met Dieudonné, un humoriste qui fait des blagues sur les Juifs, dans la même case qu'un mec du Hamas ou un type qui va mitrailler et prendre en otage une population israélienne ou un Israélien en question. Attends, il y a un fossé entre les deux, je suis désolé, il y a littéralement un fossé, tu vois. Et bizarrement, Bruno Attal, il fait exactement, et comme Jean Messia et toute cette néo-droite
sur Internet, sur Twitter, tout ça, qui fait l'amalgame entre les terroristes, tu vois, et le musulman du quotidien. Ils font exprès de faire croire que la voilée, elle a une bombe sous sa djellaba, enfin sous son abaya, que le musulman qui fait son honnête prière à la mosquée 3 fois par jour en France, c'est le même qui va aller se radicaliser pour aller en Syrie. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Sociologiquement, les mecs, c'est zéro, tu vois. Sociologiquement, les mecs, c'est zéro. Et c'est dommage, en fait, parce que justement, ils participent pas au dialogue. C'est dommage. Bruno Attal, moi, je l'ai jamais vu discuter avec des mecs de banlieue, tu vois. En fait, il discute toujours avec d'autres gens de droite qui le confortent dans son idée, ou alors il se confronte toujours aux pires extrêmes. Aux pires extrêmes exprès pour faire l'extrême gauche, l'extrême droite, pour que ça fasse parler et que ça lui fasse, en fait, ça lui rapporte une certaine audience, tu vois. Donc bon, je veux dire, au bout d'un moment, on dirait qu'ils font exprès. Donc là, on peut se questionner, c'est dire, bon voilà, est-ce qu'ils sont financés, est-ce qu'ils sont subventionnés, est-ce qu'ils roulent pour un parti précisément? En fait, ça vient décrédibiliser totalement leur cause, tu vois. C'est dommage. La haine du juif. Et quand je disais que c'était différent, ce que je voulais dire, c'est qu'on le vivait beaucoup plus souvent que vous, parce que les gens sont des hypocrites quand ils sont racistes ou antisémites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas une hiérarchisation. La souffrance ou subir la haine juste parce qu'on est différent, on a une couleur différente, une religion différente, il n'y a pas une hiérarchisation de celui qui souffre le plus. Qu'est-ce que la haine? Maintenant, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Hein. C'est-à-dire? C'est quoi le sionisme? Parce que vous avez... C'est très simple. C'est quoi le sionisme? Excusez-moi si je coupe tout le temps, hein, mais au bout d'un moment, tu fais le CV de Dieudonné, début 2000, liste antisioniste. Il était avec Soral, et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un type juif hein, dans la liste antisioniste. Il y avait plusieurs types, c'était un parti politique qui se présentait aux européennes. Bon, ils n'ont pas eu un énorme pourcentage, mais ça s'appelait la liste antisioniste. Tu regardes, qu'est-ce qu'ils demandaient, tu vois? Ils demandaient le retrait de l'OTAN, ils demandaient tous ces trucs-là. Là. Ils demandaient, moi, c'est pas mon époque, donc je vais pas être dans un ultra-crépidarianisme, je vais pas parler quelque chose que je ne connais pas. Mais quand on fait un minimum le CV de Dieudonné, tu le reproches son antisionisme, très bien. Tu regardes. Oui, effectivement, il a été le représentant d'une liste antisioniste. Et tu regardes ce qu'il y a dedans, tu vois. Arrêt du communautarisme, je sais plus, c'était leur slogan là, contre le communautarisme de l'OTAN et des banquiers, des trucs comme ça. Voilà, il y avait clairement une volonté. C'était un peu la ligne de Soral sur comprendre l'Empire, quoi. C'était un peu cette ligne-là, avant même comprendre l'Empire, il me semble. Donc voilà, c'est très simple. Tu regardes ça. Mais Bruno Attal, encore une fois, voilà, il travaille pas ses sujets, il fait exprès d'amalgamer, voilà. Au lieu d'être précis sur ce qu'il dit, non, il va théoriser de manière générale. Ah, antisémite, truc, machin. C'est vraiment dommage. Parce que là, le débat, il n'est pas agréable à regarder, de 1. Et de 2, en plus, il se ridiculise. Parce qu'en fait, il fait le même cirque que Jean Messia. Jean Messia a un peu plus de culture, il est un peu plus honnête. Mais les deux, c'est pareil. C'est toujours, c'est toujours, vous savez, cette technique issue du communisme, hein, d'ailleurs, hein, de traiter les gens soit de fachos, soit d'extrémistes, soit d'antisémites, soit de racistes, pour couper le débat et pour justement dire regardez, ce mec-là c'est un raciste, moi je préfère pas discuter avec lui. Voilà, ou celui-là il est antisémite, je préfère pas discuter avec lui. Comme ça, comme ils savent qu'ils n'ont pas les arguments, ils préfèrent s'extirper de la discussion. Mais au lieu de l'avouer, de dire j'ai pas les arguments, je m'extirpe, non, ils s'extirpent de manière à faire en sorte que ce soit l'autre qui soit jugé comme perdant du débat. Donc en disant antisémite. Ah, je peux pas débattre, c'est un antisémite. Donc j'ai automatiquement gagné. Bah non, en fait, tu refuses le débat. C'est le principe même de refuser la dialectique, le dialogue, le logos, tu vois. Et le fait justement qu'on pourrait peut-être s'entendre sur des sujets communs. Et c'est pour ça, c'est vraiment le niveau 0. T'es antisioniste pendant 20 ans. Oui. Donc c'est quoi le sionisme? Ben, le sionisme, c'est le colonialisme. C'est prendre la terre à des gens. Et en disant, voilà, il y a la Bible, cette terre elle est à moi depuis je ne sais pas combien de temps, et les gens qui sont sur place, les expulser, les renvoyer ailleurs. D'accord, donc le sionisme, c'est... Vous étiez antisioniste pendant 20 ans, vous ne savez même pas ce que c'est le sionisme. Mais si, le sionisme, c'est un projet, si vous voulez, il y a une entité sioniste aujourd'hui qu'on appelle l'État d'Israël, et bien cet État-là, il y a des antisionistes aussi en Israël, monsieur. Et il y a des antisionistes que je connais, ouais. Mais donc, je vous expliquais, parce qu'apparemment vous avez été antisioniste pendant 20 ans. Quand il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, c'était des sionistes, effectivement, et ils ont signé le partage des terres, monsieur. En 1947, ils ont signé le partage des terres. Donc, ils n'étaient pas là pour coloniser, parce qu'ils étaient là pour faire 2 États. Donc, quand vous dites qu'ils sont là pour coloniser, vous vous trompez. Mais 2 États, oui, mais de base, il appartient à qui, l'État? C'est qui cultive les oliviers depuis 3000 ans? C'est les Palestiniens, c'est pas les Israéliens. Pourquoi 80% des Israéliens aujourd'hui qui vivent en Israël sont des gens qui viennent d'Europe de l'Est? Pourquoi Netanyahou, c'est pas son vrai nom, c'est Mikhaïl son vrai nom? C'est Mikhaïl Milakowski. Pourquoi? Parce que Netanyahou, c'est pas un sémite, c'est un Polonais. C'est tout simple. Toi-même, Bruno Attal, t'es pas un sémite. Meir Habib, c'est pas un sémite.
Meir Habib, il a une tête de portugais, excusez-moi, hein, je crois que j'ai le droit de le dire. Hein. Et en plus, c'est pas un sémite, pour de vrai. Bruno Attal, c'est pas un sémite. Jean Messia, c'est pas un sémite. Bon bah voilà, c'est tout. Genre au bout d'un moment, il faut être logique. Il y a des gens qui réclament une terre, ok, très bien. Alors pourquoi les tests ADN sont interdits en Israël? Ah bah ouais, bah oui, parce que si on faisait un test ADN aux Palestiniens puis aux Israéliens, on se rendrait compte que la majorité des Palestiniens viennent de Palestine et sont bien sémites, alors qu'à l'inverse, la majorité de la population israélienne provient d'Europe de l'Est, et que c'est en grande partie une population qui a émigré en Israël, dans le but, je sais pas, de créer une richesse, et effectivement de s'installer. C'est ce qu'on appelle le sionisme, c'est de la colonisation politique messianique, parce que au-delà de ça, la volonté de Netanyahou, c'est de recréer le grand Israël. Donc c'est écrit, hein, tout ça, c'est vraiment, c'est messianique, c'est dans le but de le retour du Messie, ils attendent le retour du Messie, ils veulent recréer le grand Israël. Il y a une volonté politique, messianique, biblique. Voilà. Tout simplement. Alors que les Palestiniens, eux, ils demandent simplement à vivre. Et simplement à ne pas avoir leurs baraques, leurs hôpitaux et leurs lieux de culte explosés par des bombes. Tu vois. Mais pour Bruno Attal, tout ça, en fait, c'est de l'antisémitisme déguisé. Tu vois. Bah oui. En fait, un Gazaoui qui veut simplement vivre, manger, travailler, étudier, pour lui, c'est de l'antisémitisme déguisé. Tu vois. Alors qu'à côté des Israéliens, ce n'est pas leur terre. Ils proviennent d'Europe de l'Est. La plupart changent leur nom en mettant des noms sémites pour pas qu'on les crame. Les tests ADN sont interdits et la plupart d'ailleurs ne travaillent pas de manière à produire une marchandise de première nécessité, mais pour la plupart font des métiers du tertiaire, hein, donc des métiers en fait pas qui servent à rien mais qui ne produisent pas de matière première et nécessaire à la population. Pour ça, pour lui par contre cette population-là, non mais eux c'est bon, tu vois. Eux en fait c'est le peuple élu, il ne faut pas y toucher, puis en plus il y a 70 ans, attention hein. Seconde Guerre mondiale, Shoah, extermination, déportation, diaspora, tout ça, on rigole pas les mecs. Bon bah voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut pas discuter. On peut pas discuter parce que dès qu'on commence à prouver que, tout de suite, on vous dit oui, mais attention, déportation, extermination, la guerre, Hitler, etc., etc. Et encore une fois, pareil, il s'extirpe du débat parce qu'il sait qu'il a tort, tout simplement. Voilà. Ce qui prouve que quand vous avez le logos, que vous êtes rationnel et que vous êtes dans la recherche de la vérité et du bon sens, vous finirez par gagner. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la vérité prend l'escalier, donc ça prendra plus de temps, certes. Mais on se rend compte que Dieudonné, qui commençait à être antisioniste il y a 20 ans, aujourd'hui il a raison. Parce qu'aujourd'hui il y a un cessez-le-feu à Gaza. Il y a une volonté de cesser le feu, parce que le cessez-le-feu n'a pas été respecté par les Israéliens, de ce que j'ai vu ce matin. À suivre. Mais on voit que ça a tenu, parce que 20 ans après, il y a un cessez-le-feu. 20 ans après, tout est médiatisé. 20 ans après, Youssef Indy, il sort le livre sur le conflit israélo-palestinien où on a toute la vérité sur ce conflit-là, que je vous incite à prendre sur Contre-Culture. Mais bon, voilà. Et tout ça, encore une fois, voilà, ça prend du temps. Mais il faut rechercher la vérité, même si ça prend plus de temps que le faux omniprésent et le paraître. Bon. Oui, déjà, puisque... En 48, ce sont les Arabes. Oui, bien sûr, mais un peu de... Voilà, c'est-à-dire si vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous dites que vous êtes un antisioniste et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je t'ai répondu, donc les sionistes ont signé l'accord. Il fallait m'inviter, sinon... Il y avait les juifs palestiniens et les arabes palestiniens. Les juifs, ça sera le deuxième sujet, voilà, ça sera le deuxième sujet. Mais les juifs, on va aborder le sujet d'Israël-Palestine. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez été antisioniste pendant 20 ans et finalement, vous ne savez même pas ce que c'est d'être sioniste. Un sioniste, à la base, en 48, ils ont signé le partage avec les Palestiniens. Donc ce n'était pas de la colonisation. Donc vous vous êtes trompé pendant 20 ans. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu maintenant. Je pourrais vous répondre de la même façon. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un antisioniste. Il n'y a rien d'antisémite chez l'antisioniste. Il y a des juifs antisionistes. C'est dommage que Jeudeau, il n'a pas répondu directement aux propos. C'est dommage. Après, il connaît tout ça, il connaît le sujet, hein, évidemment. Mais c'est dommage parce qu'il aurait pu... C'est pour ça qu'un type comme Youssef Indy, j'aime beaucoup parce que lui, il répond point par point de manière très rationnelle. Et en plus, il arrive à avoir un peu réponse à tout parce que c'est un historien, le gars. Tu vois. Donc forcément, c'est assez intéressant. Bon, l'antisionisme, si vous voulez, c'est devenu un mouvement de soutien au peuple martyr de Palestine qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Voilà, il y a des gens qui sont choqués, heurtés par ce qui se passe quand ils voient des images sur Internet de ces enfants déchiquetés. Et excusez-nous d'être choqués. Non, mais je suis autant choqué que vous quand je vois des enfants qui sont déchiquetés. Parce qu'un enfant qui meurt, qu'il soit juif, qu'il soit marocain, belge ou palestinien, c'est un drame. C'est un drame qu'un enfant meurt. Donc ça, vous qui parlez toujours de la surenchère dans la souffrance, je peux vous dire qu'on est autant touchés, nous juifs ou nous israéliens, quand un enfant palestinien meurt. Maintenant, encore une fois, le sujet c'est l'antisémitisme, le premier sujet. Donc pourquoi vous, Dieudonné... Qui sont les antisémites aujourd'hui pour vous, Bruno Attal? Pourquoi on en a déjà un bon spécimen en face. Mais vous, par exemple, pourquoi, Dieudonné, vous êtes aussi intéressé
par la cause palestinienne. J'ai la réponse, alors, mais par exemple, vous êtes chrétien. Les chrétiens d'Orient, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes africain. Je suis venu avec une liste d'Africains, vous avez 6 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Pourquoi vous avez pris pourquoi les Blanches Gardins? Pourquoi tous les gens du showbiz veulent la cause palestinienne? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très vendeuse et parce que vous faites du fric avec ça, M. Dieudonné. Pas tous, faut pas dire... Il y a beaucoup d'accusations dans ce que vous dites aussi. Oui, c'est des accusations, c'est très clair, c'est des accusations. Ouais. Oui, mais bon, je veux bien tout entendre. Encore une fois, on a un point commun, c'est qu'on est en France, on est français et qu'on essaye de faire en sorte que les gens qui nous écoutent puissent s'entendre. Vous êtes parfaitement inaudible pour certaines personnes, comme je le suis pour certaines personnes de votre communauté. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse tout d'un coup créer une sorte de passerelle. C'est ce que je m'efforce de faire depuis un certain temps. C'est une plaisanterie. Ça, c'est mon métier, la plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, mais bon, les horreurs que vous avez sorties sur les Juifs... J'ai entendu ce que vous m'avez dit, en me disant que j'étais un beau modèle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être même, j'ai entendu, une sorte de modèle, enfin, une sorte de maître étalon de l'antisémitisme. Oui, il y a Platini Zidane dans le foot et il y a Soral et Dieudonné dans l'antisémitisme. Alors, parfait. Voilà. Si on veut combattre l'antisémitisme, autant le faire avec nous. Avec des antisémites? Bah oui. Bah non, justement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été condamné, justement, parce qu'à chaque fois que vous arrivez dans une émission, vous victimisez, vous venez en Bermuda pour qu'on voit bien votre bracelet électronique. C'est une stratégie de victimisation. Je crois qu'on n'a pas de leçon de la victimisation, de la compétition victimaire. Pourquoi? C'est les Juifs qui se victimisent, c'est ça que vous voulez dire? Ou les sionistes, je sais pas. Je sais pas. Je vous ai coupé, j'aurais dû pas vous couper. Oui, vous n'auriez pas dû me couper parce que je vous aurais répondu. Alors allez-y. Non, vous avez dit je me victimise. Oui, vous arrivez sur les plateaux en disant c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes en train de me dire que je suis un antisémite, que j'ai fait du mal à la communauté. Et là, vous êtes en train de vous victimiser. Donc moi... Non mais c'est une réalité. Et vous, c'est une réalité. Enfin, mais moi j'ai un bracelet, c'est une réalité ou pas? Oui, mais parce que vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant, vous êtes un condamné, vous êtes un multicondamné à 38 condamnations. Oui. Et en plus, vous pleurez, vous n'avez pas fait un jour de prison avec tout le mal que vous avez fait. Vous avez le sang d'Ilan Halimi sur les mains, vous avez le sang de Mireille Knoll sur les mains. Ça vous fait rire, bien sûr. Ça parce que c'est quand même un peu énorme. Est-ce que vous pouvez me dire un autre pays d'Europe où les Juifs meurent? Vous portez des accusations graves, on va laisser. Non, mais vous lui portez. Non, mais il y a un chrono, donc il aura le temps de répondre. Donc j'ai besoin de lui envoyer question par question. Non, mais on va faire question par question. Donc, en effet, sur l'accusation d'avoir du sang sur les mains. La grande différence entre moi et des gens qui se battent avec des armes, c'est que je n'ai justement pas de sang sur les mains. Là, Ilan Halimi, bon. C'est un peu énorme de dire ça. Je veux dire, il se trouve que les assassins d'Ilan Halimi, donc le gang des barbares, le seul lien que je peux avoir, c'est que j'ai grandi à Bagneux et à Verrières-le-Buis. Voilà, c'est la seule. Autrement, cet homme n'avait pas de DVD de mes spectacles chez lui. À aucun moment, il y a eu un lien entre lui et moi. Il y a un lien, vous ne savez pas? En est noir. Non, pas du tout. Avec Youssouf, si. Non, mais c'est pas du tout ce lien dont je parle. C'est que quand Youssouf et le gang des barbares ont enlevé Ilan Halimi, ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que les Juifs, ils avaient de l'argent. C'est vous qui avez lancé ça, c'est vous qui avez continué. Ce que les nazis disaient, c'est que les Juifs ont l'argent, les Juifs ont des banques. Un vieux poncif que vous avez répété pendant des années. Donc le gang des barbares, grâce à des gens comme vous, pensez que les Juifs avaient de l'argent. Donc vous avez ce premier lien. Et maintenant, si vous voulez... Oui, c'est un vieux poncif, vieux comme le monde. Et en plus, historiquement parlant, statistiquement parlant, effectivement, il y avait peut-être une petite élite juive qui détenait souvent... qui détenaient par exemple les banques au Moyen-Âge ou en tout cas une réserve d'or, etc. Mais bon, ça se partage entre tous, entre les prêtres aussi, le clergé, l'Église. Enfin bon, voilà, c'est un vieux poncif, comme il dit, vieux comme le monde. Et là, je pense effectivement c'est de la victimisation qui n'est pas utile en plus. Non, mais là, vous êtes en train de me dire que j'ai dit que les Juifs avaient de l'argent. J'ai grandi. Mon premier duo que j'ai fait, c'était avec Elie Semoun. Je connais son père bossait à la Poste. Je sais très bien que les Juifs n'ont pas tous les Juifs. Mais par contre, il y a des Juifs qui ont énormément d'argent. Oui, mais il y a des Africains qui ont énormément d'argent. Des Arabes qui ont énormément d'argent, des gens. Voilà. Mais pourquoi vous avez du mal avec les Juifs qui ont énormément d'argent? Ça ne pose aucun problème. Bah si, puisque vous êtes en train de me dire que le Juif, il n'a pas d'argent. Non, ce que je veux dire, c'est que le vieux poncif nazi de dire que les Juifs détiennent les médias, c'est ce que vous avez dit dans l'émission de M. Morillo, que les Juifs ont l'argent. Vous avez dit ça dans l'émission de Morillo ou dans l'émission, dans les deux autres émissions que vous avez faites. C'est un vieux poncif que vous ramenez. Les Juifs. Ce sont des Juifs. Non, vous avez dit d'abord et vous n'avez même pas vous avez dit pas sionistes. Vous dites pas les Juifs, vous dites les sionistes. C'est vraiment le pro d'amalgame, Bruno Attal. Mais non, parce que ça serait injuste de dire les Juifs. Ça serait injuste de faire, de globaliser. Oui, vous avez un peu changé. Vous avez un peu changé. C'est la vérité. On peut retrouver toutes vos vidéos dégueulasses. Quand vous êtes parti en Iran, les vidéos dégueulasses que vous disiez sur les Juifs et l'argent. Non, mais on va prendre sur les sionistes parce que vous avez du mal à dire. S'il vous plaît. Justement, sur la visite en Iran, qui a fait beaucoup jaser, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, ça a été. Vous le regrettez ou pas?
d'avoir été voir le président iranien. Ah non, là, vous pouvez pas me dire. Non, je ne peux pas regretter, c'était du fric. Un moment extraordinaire. Alors, l'argent, et c'est vous qui me parlez d'argent. Non, mais c'est vous qui l'avez dit. Oh, bien joué, bien Vous joué. êtes parti en Iran le fric. pour me faire financer un film. Vous êtes parti là-bas pour le pognon. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est pour le pognon. On laisse répondre. Alors, c'est amusant, c'est que moi, je suis attaché au pognon et que monsieur n'est pas attaché au pognon. Tout à fait, je ne suis pas attaché à l'argent. Pas du tout. Non, vraiment pas. Ah, c'est J'en ai juste intéressant. assez pour bien vivre. Oui, pour un juif, ça vous fait bizarre. Hein. Mais Non. oui, on est comme ça aussi, vous voyez. Oh là Moi, je suis une personne qui n'est pas attachée à C'est l'argent. vous qui me faites systématiquement les questions et les réponses. C'est-à-dire, vous me dites, pour un juif, ça vous étonne. Mais je vous ai rien dit. Non, c'est vous qui venez de me dire que j'étais attaché à l'argent. Mais je veux dire, vous avez monté. C'est un débat. Hein. C'est vraiment vicieux comme il a un sens de rhétorique et de dialectique. Bruno Attal, vraiment, je trouve un petit peu vicieux. Comme il le dit de donner lui-même, il dit voilà, j'ai rien dit et vous dites ah les juifs ils ont de l'argent tout de suite. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est cette manière-là de débattre qui est très actuelle d'ailleurs. Hein. C'est quand on sait qu'on n'a plus raison, on tombe totalement dans le pathos et dans l'accusation totalement infondée et surtout dans disons des termes très réducteurs. Voilà. Ah vous avez dit que ou tout de suite l'amalgame général. C'est vraiment... voilà, donc c'était en tout cas l'extrait que je voulais vraiment vous montrer. Cet extrait-là où voilà, c'est un peu le début du débat et honnêtement, c'est le passage le plus intéressant. Après le reste, ça tourne en rond. Bruno Attal, il fait encore pire. Voilà, et puis il faut quand même rappeler plusieurs choses. Hein. Bruno Attal, il avait quand même fait aussi une application de rencontre pour gay un moment avec son frère. Bon après il fait ce qu'il veut, hein, mais voilà, donc lui qui était fameux flic, donc 11 ans d'arrêt maladie. Ensuite il monte une application avec son frère de rencontre pour gays, donc c'est très bien, hein, ça permet d'ouvrir le marché, encore une fois il profite du marché, c'est très bien. Ensuite il ouvre une application pour les patriotes qui s'appelle Droit au cœur, qui a d'ailleurs qui marche pas tant que ça, qui avait fait d'ailleurs un bad buzz suite à des... J'en avais fait une vidéo, il faudrait que je la remette à jour. Ça avait fait un sale buzz. Donc bon, voilà, Bruno Attal, c'est vraiment... c'est pas très intéressant, honnêtement. Ses idées sont pas très intéressantes. C'est globalement ce qu'il fait, c'est du relais d'information à la Damien Rieu, quoi. Il relaie tout ce qui va dans son sens. Comme Jean Messia, tout ça, il veut faire croire un petit peu ce qu'on appelle le faux omniprésent, quoi. Donc Dieudo, ça va, bon... Je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Après, Dieudo, il n'est pas connu pour être un grand orateur ou même en interview, tout ça. Je pense que ça dépend aussi des gens qui lui posent des questions, mais voilà. C'est sûr qu'on aurait préféré un Soral ou un Youssef Indy, honnêtement, personnellement. J'aurais préféré un Soral ou Youssef Indy qui attaque plus d'un côté dans la punchline, mais aussi d'un autre côté qui attaque plus sur la rhétorique profonde. Dieudo, il répond aux questions qu'on lui pose, et puis voilà. C'est un mec détente, en fait, Dieudo. Dieudo, il cherche pas d'embrouille, il est là, il a un petit peu de promo pour un débat, il y va. On va dire qu'il pense un petit peu au jour le jour, c'est une manière de penser aussi. Hein. C'est un débat quand même assez appréciable, mais je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Évidemment, j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat-là? Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.